En 2005, après avoir conquis le monde, les Bad Boys du Brit Rock reviennent jouer dans leur ville natale. Oasis, live from Manchester. C'est sur Arte Concert, alors connectez-vous et montez le son. Un monde sans barreaux, vous imaginez ça? Imaginez ce que ça signifie, se débarrasser des labels, des catégories, de ce qui nous sépare les uns des autres. Imaginez ça. La liberté pour tous, vous imaginez ça? C'est dans ses rêves que l'homme trouve la liberté. Cela fut et restera la vérité. Pas seulement dans les rêves, la liberté, mais en vrai. Jusqu'au 25 août, Summer of Freedom sur Arte. Des millions de victimes, des pays dévastés. C'était la guerre du Vietnam. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens découvraient la brutalité de cette guerre le soir à la télévision en dînant, et ils avaient l'impression que ça n'en finirait jamais. Ça a été le tournant de la guerre. Vietnam, de Ken Burns. Déjà sur arte.tv et ce soir à 20h50 sur Arte. Pendant des millions d'années, une famille animale a su évoluer et s'adapter aux environnements les plus chauds, les plus froids, les plus élevés. On les appelle les camélidés. Le chameau a deux bosses d'Asie centrale. Le dromadaire a une bosse présent de l'Inde à l'Afrique. Et leurs cousins sans bosse d'Amérique du Sud, le lama, l'alpaga, le guanaco et la vigogne, font partie de cette famille. Après avoir contribué à l'essor de nombreuses civilisations, ces animaux ont été délaissés. Mais aujourd'hui, dans des sociétés en pleine mutation, l'homme redécouvre leurs vertus et leur redonne une place à part dans le monde moderne. Le plus connu de tous, le dromadaire, a permis aux peuples nomades de vivre dans les régions désertiques. Du Sahara à l'Inde, ils y ont fait paître leurs troupeaux durant des millénaires. Victimes de la sédentarisation et de la mécanisation, cette vie a presque disparu. Pourtant aujourd'hui, des hommes et des femmes développent de nouvelles filières économiques. Qui sont ces dromadaires? Comment font-ils pour supporter ces milieux hostiles? Pourquoi le monde moderne investit-il sur leur qualité? Du Sahara au Rajasthan, voyage avec les vaisseaux du désert. Avec la domestication du dromadaire il y a 4500 ans, l'homme s'est lié à l'animal. Touareg au Sahara, Afar en Éthiopie, Bédouins en Arabie ou Raïka en Inde, toutes ces tribus se sont associées aux dromadaires pour donner vie au désert, pour occuper, traverser, valoriser les immensités hostiles. Animal de sel, animal de bas, le dromadaire donne son lait, sa laine, sa viande, sa peau, une véritable manne pour les nomades. C'est le vaisseau du désert, un animal équipé pour arpenter les océans de dunes qui séparent les oasis. Ses pieds évasés, tels des raquettes, l'aident à marcher sans s'enliser sur les sols les plus mous. Ses longues jambes éloignent son corps du sol brûlant. Ses narines se ferment et une deuxième paupière protège ses yeux quand le vent de sable souffle. Et sa célèbre bosse ne contient pas d'eau, comme on le croit souvent,
Elle contient de la graisse, qui est une réserve d'énergie bien utile quand les ressources viennent à manquer. Tous les nomades, on trouvait le chameau à côté. Dès qu'on ouvre les yeux, quand on est chez nous, on trouve le chameau le plus proche de nous, le plus fidèle avec nous. Et c'est comme un membre de la famille, quoi. Il peut rester 15 jours sans boire à 47 degrés de chaleur. Après un long trajet, quand on arrive dans un puits comme ça, et bien sûr, ils boivent un peu d'eau, 80-100 litres dans un quart d'heure, quoi. S'il peut se passer de boire, il doit manger tous les jours. Et ses lèvres fendues sont comme des doigts qui s'agitent pour saisir la moindre brindille. Il se sert avec modération sur chaque plante et grappille tout en marchant, pouvant parcourir jusqu'à 40 km par jour pour ne pas épuiser le terrain. C'est un animal qui préserve son environnement. Notre prophète, il a choisi un chameau pour aller de la Mecque jusqu'à la Médina. Et le chameau qui a choisi le premier mosquée à la Médina. Il a dit, laissez la chamelle, elle va vous montrer la place. Dès qu'on dépasse un peu les frontières, on se repose un peu, surtout pendant la nuit. Alors on le met par terre avec son bagage à dos, comme ça, et on couche sur ses genoux. S'il entend quelques bruits anormaux, il peut faire un petit geste pour nous réveiller, pour s'enfuir. La veillée est l'occasion de se raconter des histoires de razzias, de dromadaires perdus ou volés, mais l'histoire des camélidés remonte, elle, à beaucoup, beaucoup plus loin. En fait, tout commence en Amérique du Nord, il y a 45 millions d'années, avec un ancêtre commun de la taille d'une chèvre. Après 40 millions d'années d'évolution sous toutes les formes, certains passent par l'isthme de Panama. Les petits camélidés, comme les lamas, sont leurs descendants. D'autres franchissent le détroit de Bering vers l'Asie, le Proche-Orient et l'Afrique. Ce sont les lointains ancêtres des grands camélidés d'aujourd'hui. Progressivement, les paléontologues retrouvent leurs traces sur les grands chemins de migration. Au Muséum d'histoire naturelle de Bâle, Pietro Martini effectue un travail minutieux sur les ossements fossiles d'un camélidé vieux de 450 000 ans et trouvé en Syrie, une preuve de leur présence très ancienne. C'est dans cette région, dans le site de fouilles de Côme, unique au monde, que l'équipe du professeur Letensoré a découvert ce crâne. Mais elle a aussi dégagé une autre espèce de camélidé inconnue à ce jour. À partir d'environ 150 000, 200 000 ans, nous avons trouvé une nouvelle forme absolument jamais décrite d'un camélidé qui est gigantesque. Et nous l'avons appelé le chameau géant. Mais il était d'une taille effrayante. Regardez le dromadaire actuel. Donc ici, vous avez un métapode de dromadaire actuel, c'est le bas de la patte, et regardez celui que nous avons trouvé. Et son aspect devait être très voisin du dromadaire ou du chameau à deux bosses, puisque nous ne savons pas, même s'il avait vraiment une bosse, deux bosses ou pas de bosse. Et notre chameau atteignait ou dépassait 3 mètres. 3 mètres, c'est considérable. C'est aussi grand ou plus grand qu'un éléphant moyen. Toutes ces découvertes entraînent le professeur plus loin dans le temps et lui font comprendre le grand voyage des camélidés. On sait que ces formes très archaïques se sont répandues sur l'ancien continent en parallèle avec la diffusion des chevaux. Les équidés et les camélidés sont des animaux migrateurs. Et ils ont ceci en commun avec l'homme. Un homme peut parcourir 50 km dans une journée, un cheval peut parcourir plus de 50 km dans une journée, et les camélidés également. Ce sont les seuls mammifères capables de faire ça. Cela veut dire que l'homme a vraisemblablement eu un rapport particulier avec 2 types d'animaux, qui sont les chevaux et les chameaux. Après des centaines de milliers d'années où les camélidés sont la proie des chasseurs,
l'homme domestique le dromadaire qui lui offre son lait et sa force de travail. Les grandes caravanes vont pouvoir sillonner le Sahara, transportant l'or, le cuivre, les esclaves, le sel, les dattes et les fameuses noix de kola, célèbre tonique africain offert pour les mariages. Aujourd'hui, elles se cantonnent au transport du sel, une denrée indispensable et non périssable pour laquelle le dromadaire reste un moyen de déplacement rentable. Partout ailleurs, le transport mécanique s'impose, mais le dromadaire garde une place de choix dans le cœur des hommes. Le poète Belgassem Abdelatif est le gardien des traditions orales des nomades du sud tunisien. Son poème à la gloire du dromadaire est un tube dans tout le monde arabe. Dans l'aube glaciale, avec son ami Ali Brik, les mots claquent, les rimes s'entrechoquent et réveillent le désert. يا صحرتي جيتك جبدني شوقي وما تعرف المرزوقي حب الجمل تركن سكن في عروقي يا بابا حب الجمل شغشبني ابني نهبني سهبني في الكنين غلبني عطشان من شول اللبن شربني قال للقريحة يا قريحة ذوقي خطفني على الدرو تركبني جرف دفني رد الجمل معشوق هي يدفدف ويحدف خفة يلف لف الهف هف معفة بالخف في صف موسع دفة كبار طاير بجناح خفوقي لا زيت لا بنزين نار توقد لا طحت لا انقلبت كراسي فوقي حقني تقص لا بتت في سيارتي نترقد لا خفت من الشرطة جرت في الحوم حق يا بابا حق. L'oasis de Douze, à la lisière du désert dans le sud tunisien, était un port caravanier. Tous les ans, le Festival du Sahara réunit les anciens nomades, les tribus sédentarisées de la région, mais aussi les Touaregs venus de Libye et les chameliers Chambas d'Algérie, surnommés les Fils du Vent. Ils viennent tous pour témoigner de leur attachement au désert et aux dromadaires. Reconstitution de chasse, combats et courses de dromadaires, tout est là pour ressusciter les grandes heures de la vie nomade. Jusqu'au mariage traditionnel, où la mariée est transportée dans un palanquin porté par le plus grand dromadaire mâle de la tribu. Ce festival exprime bien la fidélité et l'affection des populations pour cet animal. Mais pour continuer d'être utile, il doit se reconvertir. Et il a plus d'un tour dans sa bosse. Avec la disparition presque totale des grandes caravanes, la sédentarisation et l'émergence des mégalopoles, le dromadaire fait sa révolution. Ce champion de l'adaptation retrouve sa place dans le monde moderne. Aux Émirats arabes unis, le lait coule à flot dans la plus grande laiterie de dromadaire au monde qui distribue jusqu'à 7000 litres par jour dans les supermarchés. La production n'égalera jamais celle de la vache, mais à alimentation égale, une chamelle donne plus de lait que la ruminante de nos herbages. Nous avons démarré cette exploitation dans l'idée de faire une production intensive pour démontrer que le dromadaire pouvait être trait de la même manière que les vaches. Mais nous ne voulions pas les transformer en vaches laitières. Nous souhaitons donner à cet animal merveilleux et si ancien de nouvelles perspectives, tout en restant dans la tradition. Nous avons développé un système d'exploitation durable, comme cela se pratique depuis des milliers d'années.
La demande en lait est en augmentation constante, mais la production industrielle n'en est qu'à ses débuts et de nombreuses améliorations restent à faire. En Arabie Saoudite, pays de tradition bédouine, un centre de recherche spécialisé dans les camélidés développe des connaissances sur les dromadaires et se dote des meilleurs spécialistes. Bernard Faye est camélologue et numéro 1 mondial de la recherche dans ce domaine. Il travaille sur l'identification des races laitières afin d'augmenter les quantités produites. On a 4 races sur le centre. On a ce qu'on appelle les Safra ou Sophor, qui est une chamelle qui a une robe brun, comme ça, brun clair. C'est une assez bonne laitière. Elle est très douce, très gentille. Elle est même un peu trop collante. Elle est jalouse et donc dès que je m'approche d'une autre chamelle, elle a souvent tendance à venir voir ce qui se passe et à écarter l'autre. Voilà, celle-là, c'est une Madjain. C'est une très bonne laitière, très bonne laitière. C'est une chamelle qui est reconnaissable à la couleur de sa robe qui est très sombre, presque noire. Il y en a même certaines qui sont vraiment noir luisant. Et caractéristique aussi, les mamelles sont très développées. Et c'est des grands gabarits, hein. C'est les animaux qui mesurent jusqu'à plus de 2 mètres au garrot. Mais elles sont un peu moins douces que les autres. Là, tu as une Wadda. Donc, c'est des chamelles blanches qui sont appréciées justement pour la couleur de leur robe. Les Arabes aiment beaucoup les chamelles blanches. Ben voilà l'autre qui est jalouse, qui arrive. Et qui grogne parce qu'elle est jalouse. Les sorties dans le désert à la rencontre des éleveurs font partie intégrante de la mission du vétérinaire Bernard Faye. Il y a encore quelques bédouins, même si leur nombre ne fait que diminuer. Il y a encore quelques bédouins, mais la plupart d'entre eux, notamment les propriétaires, vivent en ville, mais ils ont toujours leur troupeau qui est dans le désert, qui est sous la garde d'un berger. Donc on essaie de repérer où ils se trouvent. Il est le bienvenu sous la tente des Bédouins, ces descendants des grandes tribus nomades d'Arabie qui, même sédentarisés, pratiquent toujours l'élevage du dromadaire pour son lait et pour sa viande. Lors de ses visites, Bernard est souvent sollicité pour ses conseils d'ordre vétérinaire. Ils doivent acheter des anti-inflammatoires pour l'arthrite. Prednisolone or something like this. Là, il y a un problème avec le filet. Il faut le nettoyer et encore le nettoyer. Un filet sale, c'est un nid à microbes. Et le lait peut être contaminé. Ce filet sert à empêcher le chamelon de téter, pour permettre aux bergers de traire les chamelles pour la consommation familiale. Toute visite chez les Bédouins se termine par l'incontournable partage du lait de chamelle aux 1000 vertus. On a le lactose, donc le sucre du lait, qui a une forme différente du lactose du lait de vache et qui le rend plus digestible. On a un certain nombre de protéines qui n'existent pas dans le lait de chamelle, comme la bêta-lactaglobuline, qui est une protéine qui est allergène. Donc, on n'a pas ce souci d'allergie comme on l'a avec le lait de vache.
Il est bon, hein. Le lait de chamelle, traditionnellement, ne caille pas. Quand il y a une surproduction, qu'est-ce que faisaient les Touaregs? Ils l'autoconsommaient, mais ils le jetaient. Donc, ils ne savaient pas quoi faire de ce lait parce qu'ils ne pouvaient pas le conserver. L'alternative, c'est le fromage. Depuis qu'une compagnie danoise a mis au point un coagulant pour lait de chamelle, la fabrication de plusieurs variétés de fromage est enfin devenue possible. Pour Gauhar, biochimiste en charge de cette mission, le lait de chamelle reste à apprivoiser. On a commencé par gruyère, qui est bien prononcé, assez fort au goût et tout. Ensuite, on a essayé même un camembert, on a essayé Saint-Paulin. Mais chaque fois, vis-à-vis les consommateurs, ça marchait pas très bien. On présentait le fromage qui était gruyère. En goûtant, ils disaient « Ah mais c'est pas un gruyère, c'est un Saint-Paulin ». On présentait feta et en goûtant, ils disaient « Ah mais c'est pas feta, c'est plutôt Saint-Marcelin ». Et donc, du coup, on ne savait plus du tout qui et pourquoi. C'est le lait qui nous fait des surprises. En matière de fromage, les goûts et les odeurs se discutent dans la convivialité. Après, tout est question d'éducation et il est clair que le camembert n'a pas d'avenir en Arabie Saoudite. Alors, lequel préférez-vous? Le numéro 4. Pour moi, c'est le numéro 1. J'aime bien le numéro 3, parce qu'il est léger et peu salé, et il ne sent pas trop fort. Actuellement, le fromage qui est plus apprécié par les consommateurs saoudiens, c'est le fromage au goût assez neutre, parce qu'il y a absence d'odeur, proche de feta ou mozzarella. Je pense qu'il a un bon avenir dans ce pays. Et en français? Il y a des progrès. Fromage, jubnat el-jamal. Fromage. 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 Alors que la chamelle Kiri s'empare des rayons des supermarchés, le dromadaire concurrence le cheval dans un autre secteur. De la laitière du désert, on passe au pur sang du désert. Émirat d'Abu Dhabi. Les athlètes de la chamellerie Bin Hamouda se rendent tous les jours à l'entraînement sur le camélodrome d'Al Wadba. Le parcours, identique à tous ceux qui constellent les pays du Golfe, est un anneau de sable de 8 km. Pour ces purs sangs, courir est une seconde nature. D'ailleurs, dromadaire vient du grec dromos, la course. Dans le pick-up qui accompagne la horde, le docteur Kumar, vétérinaire et manager de l'écurie, suit de très près le comportement des animaux. Je travaille pour le groupe Bin Hamouda en tant que spécialiste du dromadaire de course. Mon rôle est de prendre soin des animaux, de leur santé. Je gère tout avec les palefreniers, absolument tout. J'assure la coordination avec l'entraîneur, avec le propriétaire. Nous travaillons ensemble, en équipe. Au centre d'entraînement, les champions sont littéralement choyés. Abreuvement, toilettes, soins, repas, repos, rien n'est négligé. Ici, nous mélangeons l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir la température idéale pour les athlètes. Allons voir comment on les lave.
Tous les palefreniers travaillent ensemble pour aller plus vite. Ils les shampouinent, leur font des massages et tout le sable s'en va. C'est un shampoing médicalisé. Cette lotion est un médicament mélangé avec de l'eau et des glaçons. Après le shampoing, on applique la lotion pour que le dromadaire se relaxe. Il sera au top de sa forme pour la course. Ce traitement soulage les douleurs et les courbatures. C'est un produit autorisé lors des tests antidopage après la course. Après l'épreuve, chaque dromadaire est contrôlé par une prise de sang. Nous n'utilisons jamais de produits prohibés. Ces marques que vous voyez, c'est le symbole de mon patron, 3 diamants qui représentent le groupe Bidinbouda. Vous verrez ces symboles sur la piste lors de la course de demain. Camélodrome, 5 h du matin. On s'agite dans le noir autour de bien curieux personnages. Des petits jockeys télécommandés. Vous pouvez choisir la vitesse de la cravache. Ça, c'est la télécommande que l'entraîneur aura pendant la course. Comme vous le voyez, le robot est fixé sur le dromadaire et lorsque vous parlez, le dromadaire vous entend. Ces robots jockeys ont remplacé de jeunes enfants, souvent pakistanais ou bangladais, choisis pour leur légèreté. Ces pratiques, assimilées à des formes modernes d'esclavage, ont cessé et la technologie a pris la relève. Au temps du nomadisme, les chameliers rivalisaient de vitesse à l'occasion des mariages ou lors des guerres de tribus. Aujourd'hui, ces épreuves sportives avec robotique et télévision ont pris l'ampleur d'une véritable industrie. Depuis les années 80, les courses, sponsorisées par l'État qui encourage cette activité pour préserver et améliorer la race, sont dotées de primes sous forme de voitures de luxe et de sommes d'argent. Les chers, nobles de ligne royale, les industriels ou les petits propriétaires issus des classes moyennes investissent et se passionnent pour ce sport qui les ramène à l'ère de l'avant-pétrole. Quand vous avez amené votre dromadaire au top niveau pour la course, vous êtes très nerveux. Il y a tellement de chameaux dans une course, parfois 20, 30 ou 40, ça dépend. Chaque propriétaire, chaque entraîneur veut que son dromadaire soit le premier. Nous sommes nerveux, tendus. Comparée aux 2400 mètres des hippodromes, la boucle de 8 km des camélodromes paraît interminable. Avec une vitesse moyenne de près de 40 km/h et une vitesse de pointe de 60 km/h, le dromadaire est un peu moins rapide que le cheval, mais le dépasse sur les longues distances. والنقلة اللي قادمة بجوارها الصارمة لحمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري راح ينحسب لحسابه في المسايرة في كل شيء بدأ ينتقل الشباب الله والتوبان والتواجد ونعود كيلو آخر كيلو مشاهدينا آخر كيلومتر آخر كيلومتر الله آخر كيلومتر انطلقت الدمعة انطلقت الدمعة انطلقت سلالة المختبر. Dans le sprint final, les entraîneurs déclenchent les robots pour cravacher les montures. À l'arrivée, le Dr Kumar est confiant en l'avenir. Il n'a pas gagné, mais sa championne a du potentiel. Elle est arrivée en 3e position aujourd'hui. Nous sommes très contents de sa performance et nous espérons de meilleurs résultats pour sa course au Qatar dans 2 semaines.
Le développement de ce sport, les coûts astronomiques des dromadaires, font de l'amélioration de la race un enjeu économique. On travaille à l'augmentation des performances par la sélection des géniteurs et parfois on se lance aussi dans des expériences étonnantes. Avec la demande croissante en dromadaires de course, une véritable industrie s'est mise en place. Les techniques de reproduction artificielle et de transfert d'embryons éprouvées pour les vaches et les chevaux ont été adaptées aux dromadaires il y a une vingtaine d'années par une femme, Julia Skidmore, dite Loulou, une spécialiste en reproduction animale mondialement reconnue. Je suis anglaise. Je suis ici parce que mon patron de l'époque, spécialiste de la reproduction des chevaux, est venu travailler sur le transfert d'embryons. Je l'ai suivi et 22 ans plus tard, je suis toujours là. Dans le centre qu'elle dirige, 300 chamelles sont dédiées au rôle de mère porteuse. Elle porte pendant 13 mois de grossesse les petits des championnes. L'objectif est que les propriétaires obtiennent plusieurs petits à partir des œufs de leur championne et que celles-ci, libérées de la grossesse, puissent continuer à courir sur les camélodromes. Grâce à l'échographie, Loulou vérifie que la donneuse est au bon stade du cycle de reproduction. Elle observe les ovaires, elle repère les follicules et détermine le nombre et la maturation des ovocytes. S'ils sont matures, l'insémination se fait immédiatement. Avec l'insémination artificielle, les problèmes qui se posent sont d'abord la récolte du sperme, parce que les étalons ne sont pas très prolifiques et qu'ils n'apprécient pas trop le vagin artificiel qu'on leur propose. Ils doivent être entraînés à son utilisation, et ça prend du temps. En plus, dès la moindre contrariété, ils ne produisent rien. Récolter les spermatozoïdes, c'est le travail de Tipou, un collaborateur de la première heure et pionnier avec Loulou de la reproduction artificielle chez le dromadaire. J'ai commencé à travailler ici en 1990 et j'ai enchaîné avec Loulou quand elle est arrivée un an après. Nous n'avions aucune expérience avec les dromadaires. Personne ne savait à quoi ressemblaient leurs embryons, comment on pouvait collecter le sperme des mâles. Nous avons tout appris ensemble. Chez les dromadaires, l'accouplement se pratique en position couchée et peut durer jusqu'à 20 minutes. Avec un vagin artificiel préalablement chauffé, Tipou va en quelque sorte leurrer le mâle et se positionner entre lui et la femelle. Une opération délicate et physique quand on sait qu'un étalon peut peser jusqu'à 800 kg. Quand on a enfin la semence, il faut l'inséminer. Mais elle est très gélatineuse et se dilue difficilement. Pour la conserver, la congélation n'est pas encore au point. Pour garantir des chances de succès à l'insémination, on vérifie la vitalité des spermatozoïdes. On observe leur concentration et la vitesse de déplacement. Quel est le taux de concentration ? 35%. Des spermatozoïdes frétillants et dynamiques auront plus de chances d'assurer la réussite de la fécondation. La rencontre entre ovocytes et spermatozoïdes peut aussi se faire sous microscope.
Le but du transfert d'embryons dans la reproduction assistée est d'augmenter le nombre de bons dromadaires. Nous ne jouons pas avec la génétique. Nous ne les faisons pas courir plus vite en faisant ces transferts. Nous prenons de bonnes donneuses et on y associe de bons mâles. Les dromadaires représentent un patrimoine que nous transmettons dans nos familles. La course est un sport très populaire et réputé chez nous aux Émirats. J'ai amené ma chamelle au centre et j'espère pouvoir remporter encore des victoires avec elle. Mais mon ambition est d'améliorer sa lignée et de pouvoir lui assurer une descendance nombreuse. Après plusieurs milliers d'embryons implantés avec succès depuis la création du centre et autant d'athlètes à bosse signés Loulou, le docteur Skidmore, toujours à la pointe de la recherche, s'est lancé un nouveau défi en créant un animal totalement nouveau, le kama. Voilà 2 kamas. Ce sont des hybrides entre dromadaire et lama. Ils ont une maman lama et un papa dromadaire. En réalité, il y a très longtemps, dromadaire et lama étaient une seule et même espèce. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, ce serait bien de les croiser pour recréer l'animal d'origine. Nous ne savons pas à quoi il ressemblait à l'époque. C'était il y a environ 35 millions d'années. Pas de bosse, taille identique, lèvres proéminentes, poils laineux. Le résultat penche plutôt du côté du lama, avec une différence non négligeable. Ils ne crachent pas, alors que les lamas crachent beaucoup quand ils sont stressés ou dérangés. Ces femelles ne crachent pas. Elles sont plus polies que les lamas. Cette création peut paraître inutile, voire absurde. Elle se rapproche néanmoins des croisements effectués entre juments et ânes qui donnent le fameux mulet, rustique et résistant. En Amérique latine, elle pourrait peut-être permettre d'introduire de meilleurs animaux de bât ou de meilleurs producteurs de laine. Toutes ces recherches et ces investissements révèlent un intérêt croissant. Mais cette marchandisation du potentiel des dromadaires va-t-elle en faire une famille exploitée comme le sont les bovins? Ce rapport si particulier aux hommes va-t-il disparaître? On peut en douter devant le spectacle de la plus grande concentration de dromadaires au monde. Venus des 4 coins du Rajasthan, l'état le plus aride au nord-ouest de l'Inde, les chameliers Raika marchent plus de 10 jours pour se rendre à Pushkar, à l'occasion de la plus grande foire aux dromadaires du monde. Dans cette région, un lien très étroit existe entre l'homme et l'animal, car selon la religion hindouiste, c'est le dieu Shiva qui a créé la caste des Raika pour veiller sur les dromadaires. Auparavant, ils étaient affectés au transport des épices et de l'encens, du safran, du jasmin et du bois de santal. Aujourd'hui, ils servent encore à la traction des carrioles et au labour des champs. La Pushkar Mela rassemble plusieurs milliers de dromadaires. Pèlerinage religieux, foire aux bestiaux, festival culturel et même fête foraine. À Pushkar, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Ilse, vétérinaire allemande, est en Inde depuis plus de 20 ans. Elle s'est engagée aux côtés des Raika pour améliorer leurs conditions de vie face à la réduction des zones de pâturage et à la diminution des activités de transport. Je suis venue au Rajasthan il y a 23 ans pour un projet de recherche. Et j'ai vraiment été stupéfaite par la culture qui existe ici autour du dromadaire. Les chameliers croient qu'ils ont été créés par le dieu Shiva pour prendre soin des animaux. Et ils s'en sentent responsables. Ils les traitent avec un grand respect. Pour eux, le dromadaire est comme un membre de la famille. Ils sont très proches de leurs bêtes
Et cela m'a vraiment impressionnée au début, parce que c'est complètement différent de ce que j'avais appris à l'école vétérinaire. Pour eux, le dromadaire est un véritable associé. Ce lien si étroit n'empêche pas de faire des affaires, avec certaines restrictions. Une loi récente faisant du dromadaire l'animal symbole du Rajasthan interdit, sous peine de prison, de les vendre pour la viande et de les exporter dans les États voisins. Mon patron n'est pas d'accord, je n'y peux rien. Mais tu me le vends combien? Je t'ai dit que je ne pouvais pas le vendre, mon patron ne veut pas. Allez, tu me le fais à combien? Sur le champ de foire, chacun trouve son bonheur. Les femmes des villages voisins collectent un véritable trésor, les crottes des dromadaires. Pendant la foire, elles ramassent assez de combustible pour cuisiner pendant toute une année. Nous utilisons ces crottes pour faire cuire notre curry, les chapatis, les galettes de maïs, de millet. Et nous pouvons faire chauffer de l'eau pour le thé et pour notre toilette. Le principal problème est que les gens d'ici ont très peu de revenus provenant de leurs dromadaires. Alors nous avons essayé d'être inventifs et avons créé des produits auxquels personne n'avait pensé, comme le papier à base de crottes de dromadaire. Nous sommes les seuls au monde à fabriquer ce produit entièrement écologique. Les dromadaires mangent 36 espèces végétales qui sont toutes représentées ici. Grâce à la création de nouveaux produits, une véritable niche est en train de naître pour permettre aux Raïkas de mieux vivre de leur élevage. Le dromadaire peut subvenir à tous vos besoins. Il vous donne de quoi manger, vous habiller, il vous procure du papier pour écrire ou des produits de beauté. C'est un animal de compagnie aussi. Pour résumer, si vous avez un dromadaire, vous n'aurez besoin de rien d'autre. Un festival culturel complète l'événement. L'inauguration officielle, avec bénédiction hindouiste, lance les animations. Ashok Tak collectionne depuis 30 ans les décorations pour dromadaires. Il donne une véritable leçon digne de la grande époque des Maharajas. Malgré les kilos de passementerie qui s'accumulent sur sa tête et son cou, le dromadaire Raja, mannequin fétiche d'Ashok, semble prendre l'exercice avec patience et philosophie. Les concours de danse et de décoration de dromadaires commenceront à 11h. Avec cette fête, Pushkar célèbre dans la ferveur cette relation homme-dromadaire, commencée timidement dans la péninsule arabique il y a plus de 4000 ans. Les derniers marchés conclus et le champ de foire déserté, les chameliers Raïkas et leurs troupeaux reprennent la piste à la recherche de nouveaux pâturages. Grâce à sa bosse, à son inaltérable faculté d'adaptation et à ses multiples qualités, le dromadaire est confiant. À l'aube de ce 21e siècle, il garde sa place au sein de la société des hommes.
fais un documentaire. Génial, vous êtes journaliste. La dernière chose dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est qu'un fouineur vienne mettre son nez dans nos affaires. Comme un assassinat. Le village des secrets. À voir ou à revoir sur arte.tv. Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach, capté pour vous au Festival de Salzbourg ce samedi 17 août, retransmis à 22h35. Pendant des millions d'années, une famille animale a su évoluer et s'adapter aux environnements les plus chauds, les plus froids, les plus élevés. On les appelle les camélidés. Le chameau a 2 bosses d'Asie centrale, le dromadaire a une bosse présent de l'Inde à l'Afrique, et leurs cousins sans bosse d'Amérique du Sud, le lama, l'alpaga, le guanaco et la vigogne, font partie de cette famille. Après avoir contribué à l'essor de nombreuses civilisations, ces animaux ont été délaissés. Mais aujourd'hui, dans des sociétés en pleine mutation, l'homme redécouvre leurs vertus et leur redonne une place à part dans le monde moderne. Chez les petits camélidés, le lama, domestiqué depuis 5000 ans, est le symbole du rapport privilégié avec les hommes qui a culminé au temps des Incas. Aujourd'hui, lui et ses cousins redeviennent indispensables aux sociétés andines, notamment grâce à leurs précieuses fibres. Mais qui sont ces petits camélidés? Comment font-ils pour supporter ces environnements hostiles? Et pourquoi les hommes redécouvrent-ils aujourd'hui leurs qualités? Voyage au Pérou et au Chili avec les dieux des Andes. Sur le plateau andin, entre 3000 et 5000 mètres d'altitude, les hommes vivent depuis longtemps avec les petits camélidés. Tout particulièrement avec le lama, qui a toujours eu une importance vitale dans le développement des civilisations précolombiennes. Sa viande servait de nourriture, sa laine était utilisée dans la confection des vêtements, ses os dans la fabrication d'outils, et ses excréments constituaient de l'engrais ou du combustible. Animal de bas, il permettait aussi de transporter des marchandises sur des chemins escarpés qu'il peut arpenter sans difficulté. Le lama est particulièrement bien adapté à la vie rude de la cordillère. Il est très résistant. Sa toison le protège des grands froids sur les sommets. Il boit peu et se nourrit de maigres pousses qu'il rencontre en chemin. Mais avec l'arrivée des conquistadors au XVe siècle, puis plus récemment avec le transport mécanique, son rôle est devenu marginal. Cependant, la tradition est tenace. Joël est Liamero, un berger de lama. Il redescend au village car aujourd'hui, pour perpétuer la coutume, sa communauté fait revivre une caravane de lamas, une activité qui a récemment disparu. C'est une histoire de famille qui a commencé avec mon grand-père. Mon père aussi faisait les caravanes il y a encore 15 ans. Les gens de Cibayo, les Andins, ont l'habitude de voyager avec les lamas, de traverser les rivières, d'escalader les montagnes.
Une caravane se faisait normalement à 2, 3 ou 4 personnes. Chaque berger amenait 20-25 lamas. Ils se réunissaient à 3 familles par exemple, ce qui faisait 70 à 75 lamas au total. Dans les régions difficiles d'accès et au climat peu propice à l'agriculture, les caravanes permettaient aux populations de se ravitailler en produits de première nécessité, comme le maïs et le sel. Elles mettaient en contact des villages très isolés, partageant ainsi des cultures et des coutumes. Adencio est un vieux liamero. Il amène lui aussi ses lamas au village pour la caravane. Au Pérou, le lama est un animal sacré. Ce sont de bons marcheurs, ils sont adaptés à la montagne. Le lama naît dans un groupe, et avant de pouvoir faire un voyage avec lui, et avant de pouvoir lui mettre une charge, il faut le dresser. De leur côté, les femmes de la communauté préparent la nourriture pour les caravaniers. Les unes fabriquent la chicha, la boisson traditionnelle, une bière préparée à base de maïs. Les voisines font griller le maïs, l'aliment majeur de toutes les civilisations précolombiennes. Sur les cultures en terrasse des Andes, les Incas cultivaient jusqu'à 17 variétés de maïs. C'est la ration pour une journée que le liamero emporte dans son baluchon. Quand il s'arrête pour se reposer, il peut manger. D'autres encore préparent une soupe minute, car là-haut, sur les sommets, le bois est rare pour faire chauffer la marmite. La viande de lama fait aussi partie des produits troqués par les caravaniers. Elle est peu grasse, très riche en protéines, bien plus que le bœuf ou le poulet. Quant au lait, il est simplement absent de la table andine. Le lait des lamas est surtout réservé à leurs petits. De toute façon, il y en a peu. Nous le buvons uniquement dans certaines circonstances. Pour se soigner, par exemple, contre certains maux de tête. Les chamans disent que le lait du lama gris foncé est très efficace contre les sortilèges portés par les vents mauvais. Joël et Adencio réunissent les produits que les femmes ont tissés, confectionnés, cuisinés. Il y a des couvertures et des cordes en fibres de lama. Le charqui, la viande de lama séchée, les chuños, les pommes de terre déshydratées, et le cochayulo, l'algue séchée récoltée au bord du Pacifique. Avant d'affronter les sentiers escarpés et les cols enneigés, Joël et Adencio participent à une cérémonie. Pour se garantir un voyage sans encombre, les Indiens quechua pratiquent de nombreux rituels d'offrande. Dans la mythologie inca, le lama aurait été offert aux hommes par la déesse de la terre, la Pachamama, pour les aider à subsister dans cet environnement hostile. Le fœtus de lama, jeté dans le feu, leur assure la protection de cette déesse, ainsi que celle des apus, les esprits de la montagne. Ces croyances encore très vivaces témoignent du rôle de ce camélidé dans les civilisations andines. Pour lui rendre hommage, les Incas incrustèrent son image dans les murailles de leur ville, comme à Choquequirao, cité voisine du Machu Picchu. Encore plus haut,